Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle vidéo sur les Privacy Rules. Donc là, on va parler euh, des, des Privacy Rules qu'on peut mettre en place pour partager un objet en particulier. Imaginons, on a un portfolio avec des projets. On veut protéger les projets où on se dit, à la limite, euh, on a les projets publics, qu'on affiche à tout le monde. Donc ça, on a déjà... Il faut bien penser à tout décocher ici. Donc, everyone else, les utilisateurs lambda n'ont aucune permission. Les projets publics sont visibles. L'owner a toujours accès à son projet. Donc c'est current user is logged in and this project's owner is current user. OK. Et maintenant, on se dit, on veut aller partager quand même ces projets, des projets privés, on veut aller les partager avec certains utilisateurs. Donc, juste avoir un owner et un statut public ne va plus être suffisant. On va avoir deux fonctionnalités. La première, c'est qu'on partage à des utilisateurs identifiés. Je veux donner accès, je vais y arriver, à tel projet, à tel utilisateur, identifié, enregistré dans l'application. La deuxième fonctionnalité dans un deuxième temps, c'est je veux donner accès aux gens qui ont le mot de passe, même s'ils ne sont pas enregistrés sur l'app. Il y a beaucoup de manières de gérer ces deux points, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment sécurisés, notamment pour le deuxième cas de figure. Et de toute façon, la base de la base de la base, la seule bonne manière de gérer ça, ce sera avec des privacy rules. Si vous le faites en front, comme on a dit dans les précédentes vidéos, vous ne sécurisez pas vraiment vos données. Vous l'affichez à l'écran, mais concrètement, vos données pourront être chargées, même à des gens qui ne sont pas censés y avoir accès. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va mettre en place des logiques de partage. Donc, on commence par le point plus facile, c'est qu'on va partager à certains utilisateurs enregistrés. Donc, seuls les utilisateurs que je liste explicitement ont accès au projet. Donc pour ça, on va d'abord... Ah non, c'est pas ici, c'est... Ah oui, parce que je suis dans les privacy. Donc, dans un projet, les étapes aussi. Je vais y arriver. Donc là, on a un project step. On va mettre le project. Name. Et order, c'est-à-dire la position, si on veut les trier. Peu importe, j'ai mis les project steps, mais ça pourrait être n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est que on ne cherche pas juste à partager des projets. On cherche aussi à partager des objets liés. Et là, ça se complique un peu. C'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir. Donc déjà, on va faire les privacy rules de ces project steps. Donc dans le projet, on va lister les steps. Et on fait maintenant les privacy rules des project steps. Alors, on va définir une règle qui est la règle publique. This project steps project status is public. Donc comme on l'a vu dans la partie théorique, on ne peut pas faire de recherche. Alors c'est un peu mal foutu, la case est grisée et cochée, alors qu'en vrai, elle est décochée, elle est désactivée, c'est ça que ça veut dire le fait que c'est grisé. Mais voilà, c'est un peu mal foutu, ça peut prêter à confusion. Concrètement, les recherches ne sont pas activées, même si la case est cochée. Les recherches ne sont pas activées parce que j'accède au champ d'un enregistrement lié. Je suis dans la table Project Step. J'accède au projet de ce Project Step et j'accède au statut du projet lié. Donc, comme j'accède à un champ d'un objet lié, je ne peux pas donner le droit de recherche. Évidemment, pour sécuriser, je ne donne accès à rien du tout. À la limite, là, je peux dire, on va simplifier un peu, on va mettre le public et owner
dans le même or current user is logged in and this project steps project owner is current user. Donc là, on a bien une condition sur l'honneur ou une condition sur le public. On ne peut pas donner un accès en recherche, mais c'est pas forcément un problème. Parce que là, ici, dans mon projet, j'ai listé les steps. J'ai une liste de project steps. Donc j'ai pas besoin de faire de recherche, il faudra juste que je me souvienne dans toute mon application que les project steps, je ne fais jamais do a search, parce que concrètement, personne n'a la possibilité de trouver des steps par une recherche, mais toujours j'utilise les steps du projet. Et à partir du moment où j'ai l'ID d'un step, ce qui est le cas puisqu'ils sont listés dans le projet, une liste de project steps, en réalité, c'est une liste d'ID bubble. Et à partir du moment où j'ai cet ID, on va vérifier que j'y ai bien accès, et là, on peut y accéder en faisant référence, on peut y accéder en faisant référence à, enfin, au statut du projet ou à l'honneur du projet. Non, Olivier, justement, c'est le contraire. C'est pas que la recherche est cochée et non modifiable, c'est que la recherche est décochée et non modifiable. C'est... En fait, je crois qu'il garde la valeur que tu avais avant, mais il te met grisé pour dire qu'en fait, c'est pas possible, mais quand la valeur qu'il y avait avant, c'était coché, ben, il la laisse cocher. C'est hyper bizarre. Voilà, Bubble et l'UX, c'est pas forcément sa première force. Donc, pour gérer ça, ensuite, on va mettre dans le user une liste authorized projects. Donc concrètement, dans un utilisateur, on va lister les projets auxquels on lui a donné accès. Alors pourquoi on met Authorized Projects, une liste, et pas un seul projet? Bah parce qu'un utilisateur peut potentiellement avoir accès à plusieurs projets. Et pourquoi est-ce qu'on liste les utilisateurs, les projets dans l'utilisateur et pas les utilisateurs dans le projet? Honnêtement, ça va dépendre. Ça va dépendre des cas de figure. Il n'y a pas forcément une seule bonne manière de traiter ça. On va partir là-dessus et on verra ensuite le cas opposé. Donc, on imagine évidemment qu'on a développé un front qui permet de donner accès à un utilisateur, etc. Ça, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Là, on est vraiment concentré sur les privacy rules. Mais à partir du moment où on a ce champ Authorized Project, on peut dire que dans le projet, on a une nouvelle règle qui est Authorized. Donc c'est Current User Authorized Projects contains this project. Le gros avantage de lister les projets dans le user, et pas le contraire, c'est que quand je vais dans les project steps, je peux mettre quasiment la même chose. J'ai juste besoin de dire current user authorized projects contains this project steps project. Et là, je peux faire une recherche parce que je ne suis pas en train de voir un champ d'un enregistrement lié. Je compare un champ du user à un champ de l'objet que je suis en train de regarder, le project step en l'occurrence. Et donc là, concrètement, quand on gère comme ça nous donne un droit de faire une recherche. Donc si on n'avait pas géré exactement pareil cette règle-là, on va pas le refaire, mais si on s'était dit, bah, en fait, j'ai envie de gérer autrement cette règle, par exemple, en listant dans l'utilisateur non pas les projets autorisés, mais les projets dont il est le propriétaire, owner of projects, qui est une liste de projets, à ce moment-là, on aurait pu autoriser le do a search. Donc,
À voir, là encore, il y a pas une seule bonne manière de faire, mais on va un peu voir au cas par cas, et ce sera notamment une question de volume. Lister les projets dans l'utilisateur, lister les utilisateurs dans le projet. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'un utilisateur ait accès à beaucoup de projets? Est-ce qu'il y a des chances pour qu'un projet soit partagé à beaucoup d'utilisateurs? Et c'est ça qui nous permettra notamment de trancher vers, une solution ou l'autre. Alors Xavier nous dit: «Tu es obligé de faire un champ comme ça par type de data sur lesquels tu vas vouloir gérer de la visibilité?» Oui et non. Les project steps qui sont liés au projet, il n'y a pas besoin de leur faire un champ dédié. On utilise le champ, pour le projet. Mais si après on a une logique de alors je partage des projets, mais je partage aussi des rapports, j'en sais rien, ou des comptes rendus, enfin ces comptes rendus, il faudra que je crée aussi un champ, ou une logique du moins qui leur est propre, qui permettra de gérer ça. Après, si un user peut avoir accès à plein de types de données différents, si on les liste tout dans le user, ça devient peut-être un peu lourd. Ça peut être un argument pour se dire, on va plutôt lister ça dans l'objet lui-même, plutôt que dans euh, que dans le user. Là encore, vraiment, c'est des réflexions détaillées à mener au moment où on conçoit la structure de la base de données. Et donc là, à ce stade, on a rempli notre première mission qui est de se dire: «Je veux autoriser, certains utilisateurs seulement». Après, si on se dit: «On veut le faire dans l'autre sens», c'est-à-dire qu'on fait un authorized users dans le projet. Alors là, pour le coup, je recommande pas du tout d'avoir les 2, à la fois dans le user et dans le projet. C'est vraiment lourd pour pas grand-chose. Mais là, le authorize, on aurait pu le faire autrement. This project authorized users contain current user. C'est juste pour les project steps, c'est un peu, this project step project authorized user contains, heu, current user, voilà. Donc là, on perd à nouveau le droit de recherche, ce qui est pas forcément un problème en soi, donc ça dépendra du coup beaucoup du cas de figure. Mais, dans le cas où, enfin, dans un cas de vraiment d'asservissement total, c'est-à-dire qu'on a des projets et plein d'objets qui sont liés au projet, qui dépendent totalement du statut du projet, c'est assez facile. Mais quand on a des données un peu plus complexes, heu, qui sont toutes indépendantes, mais en même temps qui ont des liens entre elles. Par exemple, on gère des entreprises et des contacts. On veut que les contacts aient accès, que les gens qui ont accès à un contact aient accès à l'entreprise de ce contact. Donc les gens qui ont accès à une entreprise aient accès au contact de cette entreprise. Et on peut donner accès à un contact, donner accès à une entreprise, etc. Là, on se retrouve à avoir des considérations un peu plus complexes. On ne détaillera pas forcément ça maintenant parce que ça c'est encore plus poussé et honnêtement, je vous conseille de tout faire pour éviter de vous retrouver à gérer ce cas d'usage parce qu'il est vraiment lourd et a finalement pas tant de valeur ajoutée que ça. Zenry, si la base de données est externalisée, exemple Supabase ou Xano ou autre, est-ce que l'on peut tout de même utiliser les privacy rules? Alors les privacy rules, elles servent uniquement, pour les données dans la base de données Bubble. Je connais pas du tout Supabase, mais dans Xano, tu as des fonctionnalités qui permettent de vérifier ça. Rappelle-moi Xavier comment ça s'appelle c'est pas le middleware, je sais plus, la fonctionnalité qui permet justement de vérifier ce genre de choses, que tu peux un peu la fonction utilisable que tu peux mettre au début de tous les calls API qui va justement te permettre de vérifier un peu ces autorisations et que derrière tu pourras, middleware, c'était ça, que tu peux utiliser. Donc voilà, il y a des fonctionnalités qui existent dans ces outils, mais qui pour le coup utilisent des logiques totalement différentes. Donc j'ai envie de dire, si la seule utilisation que tu as de Bubble, c'est avec Supabase, ce que je suis en train de dire n'a pas d'intérêt parce qu'il y aura une logique qui vraiment n'a rien à voir sur Supabase et sur Xano, etc., qui seront plus proches du développement traditionnel. Si en revanche il t'arrive d'utiliser la base de données native de Bubble, on est totalement dans le sujet. Voilà, donc on a vu deux cas de figure. On va rester sur
le cas où on liste les projets dans le user. Voilà, faut faire un choix, un peu arbitrairement on fait ça. Je précise une chose, quand vous supprimez un champ, heu, il y a des implications que vous n'anticipez pas forcément. Là, par exemple, Bubble ne me dit pas: «Hey, tu as supprimé un champ que tu utilises dans tes privacy rules, je vais te mettre une erreur, une issue ici». Non. Enfin, je crois que c'est pas une issue. Non, c'est bien ça, c'est pas pour ça. Non, il va juste dire ici: «Ah, au fait, tu utilises un champ qui est supprimé». Et ça, une fois que tu as supprimé le champ, c'est à peu près impossible à détecter. Donc, avant de supprimer un champ, il y a 2 choses à faire. La première chose, vous utilisez la recherche en haut à droite. Vous faites use this field, type name. Donc, voilà, vous mettez le type et le champ que vous voulez chercher, une recherche, et vous voyez où c'est utilisé. Là, il n'est pas utilisé. Je peux, non pas le supprimer, mais je peux passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de supprimer les données qui sont dans ce champ. Pour supprimer les données dans un champ, on peut faire un bulk, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant sur la théorie des privacy rules. Donc on peut faire un bulk depuis l'interface admin, et on peut à ce moment-là aller supprimer, enfin faire tourner un API workflow en bulk pour supprimer la donnée dans ce champ. Et à ce moment-là, une fois qu'on a vérifié que le champ n'était plus utilisé et qu'on a supprimé les données, on peut supprimer le champ. Si vous ne supprimez pas les données, qu'est-ce qui va se passer? Les données ne seront pas supprimées en supprimant le champ. C'est débile, mais c'est comme ça. Et pire en fait, non seulement elles ne seront pas supprimées, mais en plus, puisqu'elles ne sont... Enfin, puisque le champ n'existe plus, il n'y a plus de privacy rules qui s'appliquent à ce champ. Donc si vous supprimez un champ qui contient des données, ces données deviennent publiques. Les utilisateurs pourront toujours les récupérer. Donc, ça peut évidemment poser de très gros problèmes, d'une part de sécurité, mais d'autre part de performance, parce que des fois, on supprime un champ pour des raisons de performance, sauf que les données de ce champ restent là, donc c'est un peu la double peine. Donc, vraiment, à garder à l'esprit, avant de supprimer un champ, est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il a des données? Et à ce moment-là, vous êtes bon pour supprimer le champ. Alors, Catherine nous demande, quand on recherche l'usage d'un champ, est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette? Est-ce que vraiment on a toutes les utilisations du champ qui remontent? À ma connaissance, oui. Ça va voir vraiment tout, l'utilisation en front, dans des back-end workflows, les privacy rules, les conditions, toutes les utilisations du champ, même même des utilisations qui n'existent plus. Si vous recherchez l'utilisation d'un champ, que vous faites la recherche, que ça vous amène sur un élément, que vous avez beau regarder la config, les conditions, etc., et que vous ne voyez pas, c'est probablement que votre élément est un input ou un drop-down, etc., que vous avez à un moment coché Enable Auto-binding, que vous l'avez décoché, et en fait, le champ d'auto-binding est resté en mémoire. Donc si vous avez un champ qui remonte mais que vous ne le trouvez pas, c'est probablement que vous êtes dans un input. Donc il faut recocher auto-binding, sélectionner un autre champ ou pas de champ et décocher auto-binding, et ça ira. Si le champ n'existe plus, nous demande Olivier, comment les données sont affichées en dehors du champ? Alors, les données sont affichées, elles seront du coup, les données supprimées ne seront jamais affichées à l'écran. On ne peut plus y accéder. En revanche, ce qui va se passer, c'est que les données sont chargées dans le navigateur systématiquement. Donc une personne qui sait juste jouer un peu avec les outils de développement de son navigateur pourra aller voir les données chargées depuis Bubble et retrouver le contenu. Et en fait, le contenu de ce champ apparaîtra comme n'importe quel champ. Voilà, il y aura le nom du champ, il y aura les données du champ, c'est juste que Bubble ne se soucie pas plus que ça du fait qu'il ait été supprimé. C'est une grosse limitation, mais bon, voilà, il faut le savoir. Ok.
Eh ben, écoutez, on a, ah ben non, j'allais dire on a fini, mais non, non, on a vu le premier cas d'usage, mais maintenant on passe au deuxième, le mot de passe. C'est plus drôle, honnêtement. Donc, on a dit que on voulait changer, current user is même pas logged in d'ailleurs, current user authorized project contains this project, project step. Hop, je remets la bonne privacy rule plutôt. Voilà. Alors Olivier dit: «C'est chaud niveau sécurité de la part de Bubble». Ouais, ouais, honnêtement, c'est un gros trou dans la raquette, enfin, ouais, si tu le sais pas, tu peux vraiment te faire avoir avec ça, j'ai l'impression qu'ils font ça pour vraiment donner la possibilité de dire: «Bah, ouais, mais en fait, les champs et les data types, supprimés, on peut les afficher, on peut les restaurer et du coup, tes données, elles sont toujours là». Mais je sais pas, à minima, juste, ils devraient vérifier que le champ existe toujours avant de remonter les données. Là, ça a pas de sens ce qu'ils font. Je même sans parler forcément de forcer la suppression du contenu du champ, au moins s'assurer que le champ existe avant de remonter. Alors non, j'ai pas prévu un live de 24 heures et encore moins de 48 heures, mais ouais, ouais, je vous avais dit que ce serait long et avec les petits, soucis de potentielle fuite de gaz que j'ai eu en début, ça on a pris un peu de retard. Bref, ça nous empêche pas d'avancer, donc notre deuxième cas d'usage, c'est le mot de passe. Donc visualisez bien ce qu'on veut, hein, on va pas faire l'interface, mais ce qu'on veut concrètement, c'est que quand on arrive sur une page projet protégée par mot de passe, alors à ce moment-là, on aura un champ, «Entrer le mot de passe» et en cliquant sur «OK, j'envoie le mot de passe», on aura le contenu de la page qui s'affiche ou pas, si le mot de passe est pas bon. Donc déjà, ça veut dire que concrètement, dans les statuts, on a protected by password. On a un statut protégé par mot de passe. Ça fait aussi qu'on va modifier légèrement nos datas. C'est-à-dire que n'importe qui a le droit de récupérer le statut. Quand on charge, la page, on a, la possibilité de connaître le statut de la page pour savoir si elle est protégée par mot de passe et à ce moment-là, d'afficher, le le champ pour entrer le mot de passe. Là, j'ai mis ça dans le statut, en vrai, ça pourrait être, un booléen, share by password ou peu importe, on peut imaginer plein de choses, c'est pas forcément le plus important. Là, pour ce cas d'usage, ce qui va nous intéresser surtout, c'est comment s'assurer de mettre en place ce mot de passe, heu, de manière efficace et sécurisée. Donc, en fait, les privacy rules, essentiellement, elles seront pas trop modifiées, à part cet accès au champ statut. C'est un peu la structure de données qui va changer et les workflows qu'on va mettre en place aussi qui vont faire une différence. Donc là, on a une table password. Donc dedans, on va avoir un password, le mot de passe et on va avoir un owner, donc qui est le user qui possède ce mot de passe. Donc c'est pas, rien à voir avec le mot de passe qui permet de se connecter à son compte et cetera, c'est vraiment le mot de passe pour accéder à un projet. Dans le projet, on va lister le password. Alors, pourquoi, j'ai fait une table password et pourquoi j'ai pas fait juste un champ dans le projet pour stocker le mot de passe? Parce que je rappelle que dans les privacy rules, le find this in searches permet de chercher sur un champ même auquel on n'a pas accès. Donc techniquement, si je mets le mot de passe dans un projet, même si j'y donne pas accès, heu, un utilisateur un peu, astucieux pourrait faire des recherches en boucle
pour voir s'ils arrivent à trouver le mot de passe. Donc ils envoient un mot de passe et ils voient s'il y a un truc qui remonte. C'est pas forcément un truc qu'on veut. Donc concrètement, ça veut dire que notre table password, elle ne sera accessible que de l'owner. Donc current user is logged in and this password owner is current user. Les autres n'auront pas accès et c'est une table dans laquelle personne ne pourra trouver quoi que ce soit via une recherche. On ne peut pas chercher dans la table mot de passe, même l'owner. Le mot de passe, l'index de ce mot de passe, son ID bubble, on ne pourra le retrouver du coup que dans le projet ou ailleurs s'il y a d'autres choses qui sont partagées par mot de passe. Si je veux aussi partager les comptes rendus, je mettrai un lien vers la table password dans les comptes rendus. Donc là, concrètement, on s'assure que seul l'owner puisse retrouver le password et dans l'absolu, on pourrait même se dire que l'owner n'a accès qu'à lui-même ou à rien du tout. En fait, potentiellement, l'owner, il a accès à rien du tout. Il ne peut pas afficher le mot de passe, il peut juste le modifier via un back-end workflow où il envoie le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Et en back-end, en ignorant les privacy rules, on pourra dire OK, est-ce que le mot de passe déjà est le bon? Si oui, on le modifie. Donc ça veut dire que on peut gérer des mots de passe auxquels personne n'a accès dans l'application. Alors personne, c'est pas totalement vrai, parce que les développeurs et administrateurs de l'application y auront accès. Ça, on peut pas l'empêcher. Donc c'est pas de la protection 100%, contrairement au mot de passe des utilisateurs qui est haché. Euh, Là, c'est un mot de passe, il n'y a pas de... Ah si, un type password en fait. Donc, hop, on peut faire encore mieux. Je l'avais jamais utilisé, mais on peut faire un type password. Non, qui est... Voilà, donc ce sera géré comme les mots de passe utilisateurs. Donc à ce moment-là, on est tranquille, il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas la possibilité de l'afficher, etc. Donc là, on a vraiment sécurisé ce côté mot de passe, on sait que même nous, développeurs, on ne pourra pas le récupérer. Maintenant, il faut s'assurer que la manière dont on applique ce mot de passe est sécurisée. En fait, c'est ça le plus difficile, c'est pas de sécuriser l'accès au mot de passe. Alors, comment concrètement on va faire le lien entre le mot de passe et l'autorisation? Il va falloir 2 API workflow. Le premier, ça va être un API workflow qui s'appelle remove project authorization. Hop. Donc, ça prend en paramètre un projet et un user. Et ce que ça va faire, c'est que ça va... donc, on peut vérifier que projects owner is current user, donc pour s'assurer qu'il n'y a que l'owner qui modifie ça. Et là, on va modifier le user, on va modifier authorize project, et on va enlever le projet. Donc ça, c'est pour enlever une autorisation. Je commence par celui-là parce qu'il va nous servir dans le deuxième workflow, qui est le workflow principal. On va avoir un autre workflow qui s'appelle unlock project. Donc là, il n'y a pas de condition. On va mettre donc un paramètre projet et un paramètre password. Hop, qui est un password. Très bien. Donc là, on va commencer par un custom event qui va nous permettre d'aller vérifier le mot de passe. Check password. Donc, on prend le password. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai...
Oui, c'est ça, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai appelé ma table password et j'ai cru que c'était un type password géré par Bubble, mais en fait non, c'était celui que j'avais créé. Bon, je dis des bêtises. Donc je restaure les deux et je supprime celui-là qui n'a pas de sens. J'avais fait une boucle. Ok. Autant pour moi. Donc là, password object et password text. J'ai appelé mes deux paramètres. Pareil, c'est pas fou. Donc mon unlock project, il prend un password qui du coup est de type text, pas password. Je fais un trigger custom event. Donc password object, on récupère le password du projet. Là, je vais pouvoir ignorer les privacy rules. Password text, c'est le password qui a été renseigné. Et ce database... Non, c'est pas le database surveillance, ce custom event, il va retourner un booléen. Concrètement, il va vérifier si le mot de passe est le bon. Il y a une seule action dedans, c'est qu'on return. Est-ce que le mot de passe enregistré dans l'objet est bien le mot de passe texte renseigné? Donc, dans log project, là, il faut absolument cocher Ignore Privacy Rules, parce qu'il faut qu'on puisse vérifier le password qui est stocké, auquel l'utilisateur n'a pas accès. Donc, on ignore les Privacy Rules, ce qui a pour effet d'ignorer les Privacy Rules dans le Custom Event, parce que le Custom Event fait partie de cet API Workflow. Et donc là, le password vérifie que le check password vérifie que le password est bon. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est vrai, on va modifier le current user pour lui ajouter authorized projects, donc le projet, uniquement bien sûr si l'autorisation est donnée. Et ensuite, on va retourner de la donnée via l'API en disant est-ce que c'est autorisé, oui ou non. Et on va mettre le résultat du custom event. Comme ça, dans le front, si on a une erreur, si le mot de passe n'est pas le bon, on va pouvoir faire remonter l'information que le mot de passe, d'une part, a été vérifié, et d'autre part, n'est pas bon. Et oui, un dernier truc aussi, c'est que on va schedule API workflow remove project authorization, donc sur le projet, sur le current user, schedule date, current date time, plus 2 days. Donc concrètement, ça veut dire que on donne accès à un projet à un utilisateur pour 2 jours. Au bout de 2 jours, il faudra qu'il rentre à nouveau le mot de passe. Voilà, c'est juste pour des raisons de sécurité, autant éviter de donner des accès illimités à l'utilisateur. Et là, make changes to user seulement si le user est non vide, parce que vu qu'il y a des utilisateurs non logués dedans, potentiellement il y a des users qui n'existeront plus à ce moment-là. Ok, donc là, on est pas mal. Je vérifie qu'on a bien tout. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dans les plugins d'installer l'API connector si c'est pas fait. On ajoute une nouvelle API, donc Bubble App, parce qu'on va faire un appel en fait à notre propre API, c'est très méta, et on va faire exposer donc, ce workflow-là. Dans l'API call, donc c'est unlock project, donc on l'appelle unlock project, c'est un quoi d'ailleurs? C'est plutôt un post. Ouais, j'ai bien défini en tant que post. Use as action. Data type JSON, ok, ça va être un post. Ici, donc, dans les settings API,
On s'assure d'activer ça. Je copie ça, je le mets là et j'ajoute le nom de mon workflow. Si je veux sécuriser un minimum ça, je peux utiliser un paramètre privé URL. Voilà, je le mets en private et ça fait que cette URL-là ne sera pas exposée publiquement, alors que si je mets l'URL là directement, elle sera accessible dans les fichiers techniques de l'application. Et dans ce call API, je vais configurer. Donc j'ai un projet et un password. OK. Project. Password. OK, donc là, ça va pas être vide. Il faut initialiser, le call pour qu'il marche, mais bon, on va s'arrêter là, à ce stade, on est plutôt pas mal. Concrètement, vous comprenez que, ah oui, là, le problème, c'est que ouais, je vais plutôt faire comme ça. Home. Et je vais aller récupérer en fait, là, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais configuré un workflow qui allait toujours chercher dans la base version test. C'est pas forcément ce que je veux. Donc ici, home, ça va jusque là, jusqu'au slash. Donc pour, donc ici, je mettrai home URL systématiquement dans l'appel à mon call API et là, à la limite, ça, je peux le mettre dans, un paramètre workflow qui, lui, sera privé. Et voilà, donc la home URL, elle n'est pas privée, j'y aurai accès, je pourrais la remplacer. Ça va être ici. Donc ça nous permet de nous assurer qu'on, enfin que ça marche à la fois sur la version test et sur la version live. Donc concrètement, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour appeler mon workflow unlock project, je ne fais pas un schedule API workflow, parce que si je faisais un schedule API workflow, en fait, ça marcherait sur les 3 premières actions. Et la dernière action, quand on fait un schedule API workflow, elle ne marche pas. On passe en workflow asynchrone, qui ne remonte pas d'informations au front, donc on envoie en fait les instructions dans une boîte noire en back et on n'a jamais de retour. Donc, à partir de là, enfin, là, ici, si on veut avoir en front un retour de attention, votre mot de passe n'est pas bon, il faut ruser, et pour ruser, il faut utiliser l'API connector pour déclencher notre API workflow et pour faire remonter notre information authorize yes, no. Voilà, c'est ça la petite subtilité pour le faire proprement. Et concrètement, en front, on va pas le faire, mais en front, comment on gérerait ça? On aurait un champ input pour mettre le mot de passe. On aurait un bouton, et le bouton ne déclenche pas un schedule API workflow, il déclenche une action qui concrètement s'appellera bubble app-unlock project. Donc, qui vient chercher en fait ce call API faisant appel à l'application elle-même. Et oui, Xavier, tu tombes des nues, mais en fait, on en a déjà parlé dans le live précédent sur les API workflow. Les API workflow sont un objet un peu bizarre, qui sont synchrones quand on les appelle de l'extérieur et asynchrones quand on les appelle depuis l'application Bubble elle-même. Voilà, c'est deal with it, faut faire avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, tu es pardonné d'avoir oublié, c'était il y a quelques mois et c'est pas du tout ton métier, mais non, c'est vrai que ça fait partie des trucs un peu bizarres dans Bubble. Et bah, écoutez, on est arrivé au bout de ce cas pratique. Si vous essayez, de faire ça chez vous, et que ça ne marche pas, assurez-vous que ici le use as, vous avez bien action et pas data. Par défaut, c'est data, alors qu'en fait, la plupart du temps, vous voulez action. Voilà, donc juste sachez-le.
pour pouvoir l'utiliser en tant qu'action et après vous allez avoir besoin d'initialiser le call. Pour initialiser le call, assurez-vous de mettre un vrai project ici qui existe ou alors, mettez un return data au début, qui fait remonter une erreur, enfin bref, trouvez une manière de faire remonter, les données comme il se doit. Voilà pour notre, cas de partage, de projet, de portfolio, donc soit directement à un utilisateur, soit via des mots de passe. Heu et écoutez, ça fait déjà plus de 2 heures que j'y suis. Il reste 2 cas, dont un bien complexe. Donc j'ai envie de dire, on va s'arrêter là. Je les ferai dans une prochaine vidéo, heu, parce que sinon je vais mourir et puis j'aurai pas le temps de bosser cet après-midi. Si le gaz ne me tue pas, c'est le live, quoi.